Je me suis tout de suite orientée dans l'entertainment et j'y ai passé plus de 18 ans. Ce qui manquait vraiment, c'est qu'il n'y avait pas de salle de ce type dans l'Ouest parisien. Au début, tout le monde nous regardait un peu en nous disant « vous n'allez pas, il y a déjà trop de salles ». Nous, on a fait le choix de mettre des moyens pour faire comme vous, des interviews, des podcasts, etc. Donc de créer ce lien avec des artistes et de les fidéliser, de les connaître. Tu peux pas prévoir si l'artiste va être en forme, si ça va bien se passer, si tu vas pas avoir une grève de métro qui va, elle, empêcher le public de venir parce qu'on a eu que ça marche dans les deux sens. Après, les salles, elles ont du boulot, oui, sur vraiment plutôt l'expérience, encore une fois, avant ce qui va se passer sur scène. Le spectacle vivant restera vivant. En fait, ça ne se remplace pas. Cette relation de fan que tu peux avoir entre l'artiste et son public ne changera pas et ne passera jamais derrière un écran pour moi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storytellers, le nouveau podcast de Fast Story qui explore l'univers fascinant de l'expérience fan et du storytelling. Je suis votre hôte Jules Vigroux, marketing manager chez Fast Story et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast passionnant où nous interrogeons des grands acteurs du sport business, du marketing et de la fan expérience en général. Alors, préparez-vous à être inspiré et à découvrir des histoires fascinantes avec nos invités dans Storytellers, le podcast de l'expérience fan de Fast Story. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mélissa Saint-Fort, anciennement directrice de la communication et du marketing et des partenariats à la scène musicale et aujourd'hui directrice de la RSE au groupe TF1. Bonjour Mélissa, comment vas-tu ? Bonjour, ça va et toi ? Très bien, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement et d'être venue pour ce podcast, ça me fait très plaisir. Est-ce que tu pourrais rapidement faire une petite introduction, te présenter un petit peu rapidement aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, sachant que tu es arrivé très récemment à TF1, donc peut-être plus tes expériences avant ça. Avant ça, j'ai fait une prépa, une école de commerce assez généraliste à l'ESCP et j'étais passionnée en fait de musique, de danse, de spectacle. Donc je me voyais pas du tout faire du conseil de la finance ou bosser dans le luxe et la mode. Donc je me suis tout de suite orientée dans l'entertainment et j'y ai passé plus de 18 ans dans différentes boîtes de production de spectacles, des théâtres ou des maisons de disques, voilà, pour terminer effectivement à la scène musicale. J'ai travaillé sur des fonctions au global de marketing, communication, business développement, production dans plusieurs boîtes. Et là, ça faisait 6 ans que j'étais donc directrice marketing com à la scène musicale, qui est une filiale de TF1. Voilà. Très bien, très clair. Et donc en fait, si on regarde un petit peu ton CV, on regarde un petit peu tes anciennes expériences, c'est très très lié au milieu musical. Ouais. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de passionnel personnellement en fait, et tu as juste essayé de rendre ton professionnel Ok, tout simplement. J'ai jamais réussi, et aujourd'hui aussi d'ailleurs dans le cadre de mon nouveau poste, en fait, à décorréler mes passions ou mes envies de mon travail. Je trouve ça très compliqué, ça dépend des gens, hein, mais très compliqué de travailler dans un univers que tu n'apprécies pas ou d'aller au boulot un peu comme une machine. Moi, j'ai besoin d'allier les deux. J'ai toujours été passionnée de musique et de danse. Chez TF1, il y a aussi du contenu, mais surtout dans la RSE, il y a aussi tout le sens de l'engagement, le lien avec la planète, enfin le monde d'aujourd'hui. Et voilà. Et même sur mes expériences précédentes, c'était important pour moi de vivre de ma passion, quoi. Ok, tout simplement. C'est très inspirant. Et en fait, après, tu as eu de nombreuses expériences, comme on disait, tu as travaillé au Théâtre Mogador pendant plusieurs années, donc très lieu iconique pour les comédies musicales à Paris. Et tu as travaillé donc avec l'adaptation du Roi Lion, si je dis pas de bêtises. Et donc pareil, un des piliers aussi de la comédie musicale partout dans le monde pour le coup. Qu'est-ce que pour toi une expérience fan réussie ? Parce qu'on considère quand même, la comédie musicale du Roi Lion a gagné un nombre de prix incalculable entre les Emmy ou autres, et donc c'est considéré comme une expérience fan à part entière. Qu'est-ce qui pour toi, fait une expérience fan réussie ? Grande question. C'est vrai que sur des marques comme le Roi Lion ou des artistes en tout cas qui ont beaucoup de fans, c'est plus facile parce que tu as déjà une forme d'addiction ou d'amour pour le produit final entre guillemets en question. Le Roi Lion et en l'occurrence Disney, ils sont très très forts pour ça et ils travaillent dès le début, dès la sortie du film jusqu'à ça fait plus de 30 ans après. Ils travaillent très bien cette marque-là et la relation aux fans. Et ça passe par un milliard de choses. Ça passe par les produits dérivés, ça passe par l'expérience client que tu vas avoir en ligne dès les premiers contenus sur les réseaux sociaux jusqu'au moment où tu vas acheter ton billet, quand tu arrives à l'entrée du théâtre, quand tu es en salle, quand tu repars. Donc ça passe par plein de détails qui vont être aussi petits, entre guillemets, que le choix de la tenue vestimentaire des hôtesses qui vont t'accueillir dans le théâtre, par exemple. Parfois même leur nom, le fait qu'ils aient leur nom, tu vois, sur une petite plaque, etc. La qualité des produits dérivés, la qualité de l'offre restauration-boisson. Ça peut passer par, évidemment, le lien que tu vas essayer de créer avec les artistes eux-mêmes. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on parle du Roi Lion, mais c'est valable aussi pour n'importe quel concert. C'est si l'artiste ou la troupe, en l'occurrence, te donne aussi des choses
te donne accès à des coulisses, te donne l'impression de te parler à toi personnellement, ça va quand même tout changer. Et ça va te permettre d'entretenir cette relation fan. Et finalement, la relation fan, elle n'est pas juste de 20h à 23h au moment du concert ou du spectacle, elle est bien avant et bien après. Et c'est ça qui permet de la faire durer. Et le cas du Roi Lion est un super exemple, parce que ça fait 30 ans en fait que ça dure. Ouais, c'est ça qui est complètement fou. Et encore aujourd'hui, ça reste un carton mondial, quoi. Et surtout, là où ils sont très forts, c'est qu'en fait, c'est les parents et les enfants et ainsi de suite. Ouais. Si tu remontes aux années 90, quand le film est sorti, moi je l'ai vu gamine, j'ai travaillé dessus il y a 15 ans et j'ai emmené ma fille 15 ans après, alors qu'elle était pas née quand j'étais à Mogador. Et tu vois, c'est un truc qui se... C'est générationnel. Ça aussi, c'est très fort. Ouais, c'est fort. Ouais. On est bien d'accord. Et justement, plus sur ton côté marketing cette fois-ci, comment on fait pour réinventer, ou en tout cas pas pour réinventer, mais pour faire perdurer un spectacle comme ça? Parce que moi, j'ai 27 ans aujourd'hui, il y a 15 ans, voilà, j'étais quand même pas très grand, mais j'ai le souvenir vraiment des affiches en fait du Roi Lion qui aujourd'hui sont encore les mêmes. Et donc comment on fait pour, et tandis que j'ai toujours envie d'y aller quand même 15 ans plus tard, comment on fait pour garder ce contact-là malgré le non-changement, quoi, ou le petit changement? C'était pas évident pour nous à l'époque, et je pense pour les nouvelles équipes aujourd'hui, parce que ça peut paraître lassant, en tout cas en tant qu'équipe marketing, le même visuel, le même logo, le même jaune, etc. T'as quand même des variantes, mais c'est vrai que ça peut être difficile, et ça passe par beaucoup de créativité et d'innovation. C'est-à-dire que évidemment, il faut du plan média massif, il faut de l'affichage partout dans Paris. C'est comme ça qu'on reconnaît cette fameuse affiche. Même si tu vas à New York ou à Londres, tu vas la reconnaître. Donc là-dessus, c'est pas pour rien que c'est ce même jaune et ce même visuel. Après, pour que tu arrives à avoir des spectateurs sur 3 ans d'affilée en ne faisant pas que de l'affichage ou de la pub télé, il faut plein d'autres petites choses événementielles et qui vont timer ton année. Et donc ça passe effectivement soit par des contenus un peu innovants, un peu marrants sur les réseaux sociaux, chose que moi j'avais pas forcément il y a 15 ans. Il n'y avait pas à l'époque quand même, bien sûr. Et qui font très bien aujourd'hui avec des TikTok de coulisses, avec voilà, plein les artistes eux-mêmes qui se mettent en scène et qui publient sur leur compte. Alors qu'il y a 15 ans, on pouvait avoir cette peur de dévoiler trop de choses. Il y a encore aujourd'hui d'ailleurs des productions ou des artistes qui sont pas à l'aise à l'idée de tout montrer. D'autant plus avec Disney. Voilà. Alors, et à l'inverse, aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, t'es un peu obligé et finalement, ça marche très bien. Les gens veulent voir ça, veulent voir l'envers du décor. Donc, t'as les contenus, t'as le côté journée portes ouvertes. On en a fait il y a 15 ans, ils en refont une en juin, par exemple. Ça peut être des programmes courts à la télé ou des choses, encore une fois, qui vont te donner plus de billes finalement sur l'envers du décor du spectacle. Ça peut être de l'événementiel dans des lieux de manière insolite et imprévue. C'est un peu tout ça, quoi. Sur d'autres grandes marques comme Mamma Mia, à l'époque, on a aussi fait des trucs un peu marrants, du genre si tu viens en robe de mariée, t'as une réduction. Donc on avait plein de nanas qui venaient se changer dans les toilettes pour se mettre en robe de mariée, parce que le spectacle, voilà, ça représente cette histoire de mariage. Et donc le fait d'aller créer des coups un peu marrants fait aussi que tu vas avoir des retombées presse avant, après, et ça te permet d'exister dans le temps. Ok, très clair. On a la recette maintenant alors pour faire perdurer un bon spectacle. Et pour passer un petit peu, on avance un petit peu dans le temps. Tu travailles donc à la scène musicale. Tu as fait partie des personnes qui ont créé, si je peux dire, la scène musicale. Tu étais là au tout début, parce que la scène musicale, ça a 6 ans, exactement, quelque chose comme ça, donc tout nouveau. Et comment on fait comment on fait quand une salle nouvelle comme ça arrive dans une ville comme Paris, qui est déjà remplie de salles de concert, de salles d'enregistrement ou autres? Comment la scène musicale arrive à se faire une place à ce moment-là, ou comment vous, en tout cas, vous avez fait pour mettre la scène musicale sur la carte de Paris, quoi? Ça a été très dur parce qu'effectivement, au début, tout le monde nous regardait un peu en nous disant vous n'allez pas, il y a déjà trop de salles, que ce soit dans l'univers de la musique classique et des lieux publics type la Philharmonie et tout, parce qu'on a un auditorium, et que ce soit pour la grande scène, qui est concurrente directe du Zénith ou de l'Olympia, ou pas forcément des arénas parce qu'on est plus petit, mais il y a déjà beaucoup de salles. Après, ce qui manquait vraiment, c'est qu'il n'y avait pas de salle de ce type dans l'Ouest parisien. Donc là-dessus, on avait quand même une vraie force concurrentielle, et donc on s'est dit, il faut aussi qu'on capitalise dessus, vraiment. Et donc on a beaucoup communiqué en local sur le département des Hauts-de-Seine et l'Ouest parisien, en se disant notre cœur de cible il est là. Parce qu'on était conscient aussi que ce public-là avait la flemme de traverser tout Paris, des fois, pour aller au Zénith ou à la Philharmonie de Paris. Et l'inverse étant valable aussi. Donc là-dessus, finalement, on ne s'est pas trop concurrencé. Après, il y a un travail de longue haleine, sinon après je peux en parler, mais au début ça a été dur, de positionnement du lieu par sa programmation, sa qualité artistique, la communication qu'on en a faite, les moyens marketing qu'on s'est donnés, donc les plans de com, la qualité de notre site internet, le fait de vendre beaucoup de billetterie en direct aussi, et d'avoir de la data pour pouvoir parler aux gens derrière. Tout ce qu'on a fait en contenu sur les réseaux sociaux, où pas mal de salles ne le font pas tant que ça finalement. Quand tu es juste une salle qui loue en externe, type un Olympia ou un Zénith, tu as un peu moins la main sur les artistes et sur le contenu.
Nous, on a fait le choix de beaucoup capitaliser dessus, de mettre des moyens pour faire comme vous, des interviews, des podcasts, etc. Donc de créer ce lien avec des artistes et de les fidéliser, de les connaître. D'accord. De s'approprier du coup aussi ce contenu-là. Et on avait la chance d'être aussi producteur, pas juste une salle. Et donc en étant producteur, là, tu as vraiment la main de A à Z sur ton contenu, ton marketing, etc. Et donc tout ça, 6 ans après, à coup aussi de plans de com, en télé, en affichage, etc. Et de communiquer sur le lieu. C'est-à-dire que tu peux communiquer prod par prod, artiste par artiste, mais aussi des fois communiquer sur c'est quoi ce lieu. La salle en tant que telle, quoi. De créer aussi des outils, on a créé un journal trimestriel qu'on distribue sur place aux spectateurs pour qu'ils soient au courant de tout ce qui se passe. La programmation. Voilà. C'est une mix de tout ça, d'événements aussi des fois gratuits l'été sur le parvis, des diffusions de films, des apéros dans les jardins, enfin plein de trucs un peu sympas aussi pour faire vivre le lieu. Tout ça fait que 6 ans après, le lieu, ça y est, il est hyper connu et reconnu par le public, par la presse. On a fait pas mal d'études aussi chaque année pour suivre notre baromètre de notoriété spontanée, assistée, notre image. On est parti d'assez bas et là, on suit chaque année, on a pris plus 20 points en termes de notoriété en 6 ans. En termes d'image, par exemple, sur le public de l'Ouest parisien et des Hauts-de-Seine, on est considéré comme une salle de référence et avec une très bonne image, à égalité avec l'Olympia en premier dans le classement des salles. D'accord. Donc voilà, ça a payé. En 6 ans. Ouais, ce qui est pas mal. L'Olympia, je ne sais pas la date de création, mais on est plus sur les 100 ans que dans les 6 ans. Mais ce qui est très beau. Et quel positionnement à la scène musicale comparé? Est-ce que c'est quelque chose de plus premium? Est-ce que c'est quelque chose... Alors, il y a un côté plus premium qu'on a essayé un peu de gommer avec le temps parce qu'au début, du coup, on était tombé dans ce travers élitiste de niche un peu riche de Ouest parisien. Sauf qu'on ne voulait pas être ça et que ça parce que sinon, on s'écartait d'un certain type d'artiste. Et donc, c'est là-dessus qu'on a travaillé sur à la fois des événements gratuits, sur des événements de plus populaires, on va dire, en termes de programmation pour élargir le public. Et c'est vrai que d'avoir un spectacle comme Starmania qui est hyper populaire et grand public, on ne fait que louer la salle et on est très content qu'il nous ait choisi, nous permet aussi d'avoir cette qualité premium parce que Starmania, le spectacle était juste incroyable, avec des tarifs qui vont de très bas à très haut. Mais du coup, ça te permet de brasser très large un public qui vient de partout et de ne pas être que cette salle premium élitiste, mais d'être premium en termes de qualité, mais populaire quand même en termes d'accessibilité. Ouais, donc vous avez fait évoluer un petit peu le positionnement au fur et à mesure des années pour quand même bien s'adapter. Le fait aussi d'avoir des fois des tarifs étudiants, des événements gratuits, d'avoir tout ça en parallèle te permet aussi d'avoir une image plus populaire. Très bien, et maintenant je voulais te parler un petit peu de... vous avez des nombreux partenaires avec la scène musicale. C'est quelque chose qui peut être flou quand on n'est pas forcément dans ce milieu. Comment s'organise un partenariat avec une marque par exemple, je prends le Crédit Mutuel, vu que voilà, c'est votre partenaire majeur. Comment se mettent en place des partenariats comme ça et comment on arrive à avoir carrément un studio d'enregistrement qui est au nom alors c'est Refix, Refix. Mais comment ça s'organise ce genre de choses, comment ça se met en place? En fait ça fait je dirais 10-15 ans que les marques sont très présentes dans le milieu de la musique, peut-être un peu plus. Dans le sport ça a toujours existé parce que tu as une visibilité immédiate sur les maillots, sur les côtés de stade, le côté sponsoring, télé, etc. En musique, ça a pris un peu plus de temps, déjà parce qu'à une époque, les artistes n'avaient pas forcément envie d'être flagués avec une marque, tu vois, il y avait un peu ce côté sale, voilà. Aujourd'hui, c'est un vrai business parce que tout le monde en a besoin. Et les marques aussi elles-mêmes ont compris que la musique était un moyen, typiquement, de créer cette relation fan. Les marques, elles cherchent constamment à renouveler leur public, à développer des nouveaux publics, à attirer les jeunes, etc. Et des fois, avec leurs propres produits, elles n'y arrivent pas. Et donc, la musique est un levier assez sexy pour créer cette relation plus sympa d'engagement avec la marque à travers la musique. Le Crédit Mutuel l'a très bien compris, ça fait plus de 20 ans qu'il donne le là à des festivals, à des artistes, à des salles. Et on est très heureux qu'ils nous accompagnent depuis le début. En fait, c'est une relation, ça passe déjà par beaucoup de relationnel, c'est-à-dire qu'il faut connaître en fait ces acteurs-là, il faut surtout écouter la marque en question pour savoir quel est son besoin, son objectif, et lui faire la meilleure proposition possible pour que ça matche ses objectifs. Après, tu négocies un contrat avec des contreparties. Donc là, on parle vraiment de partenariat privé avec des financements. Dans l'univers public, tu peux avoir du mécénat. Mais là, c'est pas notre cas à la scène musicale parce qu'on n'a pas droit en fait, au mécénat. Donc, dans les salles publiques type opéra ou philharmonie, tu vas avoir beaucoup de mécènes qui vont soutenir la culture. Ça, c'est pas valable à Mogador ou à la scène musicale, par exemple. Et donc, le Crédit Mutuel va chercher à attirer une clientèle plus jeune, a déjà une stratégie musique très forte, d'où le fait que de nommer les studios à travers leur nom, Refix, qui est une plateforme de développement de jeunes talents, faisait sens et que nous, dans ces studios qui sont de très grande qualité, en fait, on attire
on a attiré Sting, Mylène Farmer, les Rolling Stones, Matt Pokora, énormément d'artistes qui sont venus répéter leur tournée chez nous et qui travaillent des fois avec le Crédit Mutuel, des fois pas, mais ça a créé des liens aussi. B2B, c'est-à-dire que c'est la relation avec les spectateurs au final, mais aussi des fois entre la marque et les artistes. Voilà, donc ça se fait comme ça, et puis il faut l'entretenir dans la durée, et il faut surtout mesurer si ça fonctionne avec tes spectateurs. Bien sûr. Et très intéressant. Et est-ce que justement ces studios d'enregistrement, c'est des studios qui sont accessibles à tous, ou est-ce que justement c'est plus pour des artistes comme tu disais, Sting, etc. Est-ce que demain on veut faire un enregistrement Tu peux demander, tu vas recevoir un devis, tu peux, et on a des groupes amateurs des fois qui viennent répéter ou enregistrer. Après, c'est vrai qu'ils sont assez bookés longtemps à l'avance parce qu'ils font de l'enregistrement et de la répétition. D'accord. Et qu'on a la chance d'avoir, comme je te disais à l'instant, Mylène Farmer qui va répéter en toute confidentialité pendant 3 semaines, Julien Doré, Matt Pokora, les Stones, ils étaient là pendant 1 mois, personne l'a su. Et donc, quand c'est booké comme ça, forcément, c'est plus compliqué. Mais oui, il y a de tout. Et il y a beaucoup de grands orchestres aussi, de grands chœurs qui viennent parce qu'ils sont très grands, très bien équipés. D'accord, ok, trop cool. Et pour rester un petit peu sur les artistes, travailler justement avec des artistes, ça doit être quelque chose d'incroyable. Mais est-ce qu'il n'y a pas des petits côtés aussi où t'es arrivé des moments où justement il faut un peu gérer c'est pas de leur faute aux artistes, mais les galères. Tu me racontais un petit peu en off des Aznavour qui perd sa voix, Sardou, pardon, excuse-moi, Sardou qui perd sa voix, mais est-ce que c'est un facteur plus difficile que dans un autre milieu peut-être? Oui, tu as une part d'imprévisible tous les jours. C'est ça qui est génial aussi dans le spectacle vivant, c'est que tu peux pas prévoir si l'artiste va être en forme, si ça va bien se passer, si tu vas pas avoir une grève de métro qui va, elle, empêcher le public de venir, parce qu'on a eu que ça marche dans les deux sens. On a eu des galères avec des artistes qui pouvaient être effectivement soit malades ou en retard, ou pas hyper agréables aussi, ça peut arriver, ou au contraire, des artistes avec qui tu noues des relations géniales sur le long terme. Puis tu peux avoir aussi le contexte économique autour. C'est-à-dire, on a eu, il y a quelques années, les gilets jaunes, on a eu le Covid évidemment, on a eu des grèves, etc. Donc ça peut aussi impacter l'expérience du spectateur qui du coup va mal vivre son arrivée à la scène musicale parce qu'il a pris 2 heures pour arriver à cause d'une grève ou je ne sais quoi, ou le contexte économique du moment, et du coup c'est à toi justement de rattraper tout ça dans l'expérience client. Et avec les artistes, oui, c'est comme je te disais tout à l'heure, Michel Sardou qui a fait une 15aine de jours chez nous avec une clientèle très 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 fan de lui, assez âgée, qu'il adore, mais malheureusement un soir il est monté sur scène pour expliquer au public qu'il était hyper malade et qu'il avait tout essayé à coup de cortisone, de médoc et tout, il pourrait pas chanter ce soir-là. Donc il l'a expliqué, il est monté sur scène, tu vois, quand même. Il a fait la démarche qui est juste géniale. Ouais, ce qui est beau. Pour autant, les spectateurs en sortant nous ont dégommé de nous, mais de manière assez virulente, parce que je viens de loin, le transport, l'hôtel, etc., comment on va faire, ils ont été franchement pas toujours très cool. Alors que l'artiste avait fait la démarche de prouver en montant sur scène, tu vois, malgré son état, qu'il n'était pas bien. Et il a reporté la date, et voilà, mais pour nous, ça a été assez dur à gérer, par exemple, tu vois, comme situation. Et là, heureusement qu'on était tous présents physiquement, qu'on avait des procédures de crise et d'urgence. Mais pour un petit peu calmer justement les spectateurs. Mais ça peut arriver, nous on n'est pas là tous les jours, physiquement tous les soirs, ça dépend des équipes. Bien sûr. Mais oui, tu peux avoir des petites surprises comme ça. Mais qui ne sont au final pas toujours liées à l'artiste, alors qu'ils peuvent être aussi, pas toujours. Ça fait partie forcément des choses à gérer. Quoi, on a eu là récemment, pendant les grèves, encore une fois, de transport, un orchestre de Bretagne qui n'a pas pu venir, on l'a su la veille pour le lendemain. Donc là, tu es obligé de mettre des affiches sur les portes pour expliquer aux gens, en gros, rentrez chez vous. Nous, évidemment, il y a une équipe qui est présente. C'est jamais marrant, et ça, c'est effectivement dans ta relation fan-spectateur, ça peut changer du tout au tout la manière, ta future relation. Donc si tu es présent, si tu le gères bien, si tu dédommages, si machin, les gens vont retenir cet effort-là et te remercier et tout ça. Et à l'inverse, si c'est fait de manière un peu basique, là tu te fais tracher et ça pardonne pas. Ils reviendront même pas, quoi. Très clair, merci beaucoup. Pour passer à un sujet moins fun, tu as dû gérer la scène musicale pendant le Covid, tu y étais à ce moment-là. Comment on fait pour maintenir du lien justement avec quelque chose qui vit sur le lien en fait, une salle a besoin du lien pour vivre. Comment on s'adapte, on fait avec, mais comment vous avez fait vous par exemple? Ça a été effectivement très dur et beaucoup de salles se sont dit on va rediffuser des captations, on va faire des live streams de concerts qui devaient quand même avoir lieu mais avec des salles vides, etc. Nous on trouvait ça un peu triste et pour le coup pas vivant. C'est-à-dire que pour nous le spectacle vivant il doit être vivant et de le faire à moitié, de perdre cette connexion directe avec le public, c'était pas
notre choix. Donc, on a fait le choix de créer des contenus exclusifs à ce moment-là. Okay. Avec entre autres le soutien de TF1 qui est donc un de nos actionnaires majoritaires et on a créé pas mal de programmes courts à l'antenne, des duos longue distance et un autre programme qui s'appelait Ma plus belle histoire pour remettre l'artiste au cœur du sujet. Duo longue distance c'était assez inédit, c'était 2 artistes qui s'étaient jamais rencontrés, qui étaient confinés chez eux, qui devaient faire un duo donc avec leur iPhone à distance entre eux quoi. Okay. Et Ma plus belle histoire c'était l'artiste qui faisait une déclaration d'amour à son public qu'il n'avait pas vu en fait depuis longtemps et on sentait vraiment les artistes pris au cœur voilà, par le sujet. Et qui aussi en version digitale, montraient les professions de l'ombre, qui elles aussi ont galéré pendant ces années-là. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'artiste, mais les techniciens, les producteurs, les managers, les maquilleurs, tout ça, donc on les a aussi mis en avant à ce moment-là. On a créé des podcasts aussi, emportés par la scène à ce moment-là, où on a donné la parole aux artistes pour qu'ils nous parlent de live, de comment ils préparaient leur tournée, de ce qui leur manquait, des répétitions, de tous ces aspects dont on parle assez peu en promo. Parce qu'en général, on parle de la musique en tant que telle, de l'album, mais on ne parle pas finalement de la tournée. Donc on a créé tout ça et ça nous a permis de garder le lien avec nos fans, en tout cas en digital, à travers les réseaux sociaux, les newsletters. Ça a plutôt bien marché. On a eu la chance aussi d'avoir quelques émissions de télé qui se sont tournées à ce moment-là, donc ça nous a permis de rester vivant et de garder ce lien avec les spectateurs en permanence. Quoi. Et puis ça a même permis de créer des contenus et des choses qu'on n'avait pas vues avant au final, parce que c'est vrai que parler du côté un petit peu backstage des artistes, ça se fait assez rarement, ou du moins avant. Et là, on découvre des choses, comme tu dis, sur les techniciens en autres. Moi, j'ai vu pendant ces périodes-là un tas de choses sur tous ces métiers de l'ombre. Et c'est super intéressant qu'au final, ce moment un petit peu triste pour tout le monde, les artistes et tout ça, a pu créer des nouveautés. Grave. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de se dire que vous aviez que 6 ans, non, même pas à l'époque, vous aviez que 4 ans, 3 ans, 4 ans, et vous avez quand même réussi 3 ans à survivre à ça, et en plus à innover. Donc c'est très admirable. Et maintenant, je voulais savoir, pour toi, c'est quoi l'avenir des salles? Parce que donc, aujourd'hui, maintenant, tu es passé au groupe TF1, on en parlera un petit peu après, mais je pense que tu t'y intéresses toujours autant. Pour toi, comment parce qu'on a une ère où il y a beaucoup Internet, où la nouvelle génération s'intéresse beaucoup moins au spectacle vivant, va même moins au cinéma, enfin, on se déplace de moins en moins, on a quasiment tout sur le téléphone. Comment, pour toi, tu vois le futur des salles de concert ou qu'est-ce qu'ils doivent faire pour rester à flot à ton avis? Alors, si tu veux, après le Covid, tout le monde nous a dit qu'on allait galérer, que les gens n'allaient pas revenir en salle, ce qui était vrai pour le cinéma ou le théâtre parisien, par exemple, c'est pas faux. Par contre, si tu prends le cas du Roi Lion à Mogador ou nous, de la scène musicale l'année dernière, on n'a jamais été aussi remplis. Ça a été notre meilleure année et vraiment, même bien avant le Covid, que ce soit pour le Roi Lion ou... Donc, effet inverse, quoi, les gens effet inverse. En fait, le spectacle vivant restera vivant. En fait, ça ne se remplace pas. Cette relation de fan que tu peux avoir entre l'artiste et son public ou une comédie musicale et son spectateur changera pas et passera jamais derrière un écran pour moi. Ce qui change, et si je prends même l'exemple du Roi Lion il y a 15 ans et aujourd'hui, ça va être effectivement le digital dans ce que ça t'apporte autour, les contenus, les coulisses, la manière d'acheter ton billet, les expériences, éventuellement le NFT, ce genre de trucs. C'est du plus autour. Après, ce qui se passe dans la salle, tu prends des artistes comme M ou autres, ça fait des années qu'il est sur scène, qu'il fait des tournées géniales, ces salles sont toujours pleines et je pense que dans 15 ans, ça sera encore le cas. Après, les salles, elles ont du boulot, sur vraiment plutôt l'expérience, encore une fois, avant ce qui va se passer sur scène. Donc, soit ce qui va se passer sur le site internet ou les réseaux sociaux, soit dès que tu arrives devant la salle, donc la manière d'être accueilli, l'expérience que tu vas vivre dans les allées, la restauration, là-dessus, il y a l'innovation encore à apporter, même dans ta manière d'aller jusqu'à ton siège, ce genre de choses, et ce que tu fais aussi à la sortie, et comment tu peux revivre l'événement après l'avoir vécu, le partager avec tes proches pour que ça crée d'autres fans. Mais par contre, le contenant, vraiment ce qui va se passer sur scène, pour moi, ça restera, je pense qu'on a encore de longues années devant nous. Et les différences, à la limite, entre les salles, ça se joue soit sur effectivement la jauge, la modularité, donc la capacité de passer d'un spectacle à l'autre en très peu de temps. La capacité, pourquoi pas, de le retransmettre quand même en direct pour ceux qui n'ont pas pu aller en salle. Parce que, par contre, les concerts qui marchent, c'est vrai que tu as toujours une frustration. Que c'est complet et que tu n'as pas pu aller voir Beyoncé et Aya Nakamura qui jouaient en même temps, l'une au Stade de France, l'autre à l'Accor Arena, et c'est complet, donc en plus tu as beaucoup de frustrés en extérieur, donc peut-être que là tu as quand même quelque chose à créer pour le faire vivre dehors, mais finalement ça concerne plus l'artiste que la salle. Donc pour les salles, normalement leur futur est quand même assez à tes yeux, on est bien. Trop bien. Et maintenant, je voudrais parler un petit peu de TF1, donc ton nouveau poste en tant que responsable de la RSE au groupe TF1. Tu as toujours été beaucoup dans le marketing, la communication.
Pourquoi la RSE? Qu'est-ce qui t'a fait en arriver là? Il y a plein de choses. Alors, dans la RSE, il faut savoir qu'il y a tout ce qui est environnemental et tout ce qui est sociétal. Et ça concerne l'entreprise en interne, donc les employés ou ce qu'elle dégage, elle, en termes de CO2 et tout. Et mais en l'occurrence pour TF1, en tant que média, ce qu'elle va diffuser à l'antenne et le rôle d'influence qu'elle a sur le public, quoi. Enfin, l'audience. Et c'est vrai que, alors il y avait de ma part un mix de lassitude peut-être du marketing et du spectacle vivant parce que ça fait 18 ans que j'y suis et que ça reste un petit écosystème et que je connaissais un peu les rouages par cœur, donc j'avais envie de me renouveler, de me challenger. D'accord. C'est perso. Ouais. Et après, tout ce qui est, on va dire, sociétal, donc les sujets de diversité, d'inclusion, de parité, ça m'a toujours animée à titre perso, pour des raisons personnelles, parce que je suis née au Liban, que mon mari il est né en Haïti, qu'on a des histoires très différentes tous les deux, que ma première troupe de danse, elle s'appelait Mixité, et que du coup, ça parlait de mixité culturelle et de styles de danse différentes et d'origines différentes. Donc voilà. D'accord. Et que je trouve effectivement, la France a vachement évolué là-dessus, mais que voilà, c'est important de montrer à la fois à l'antenne et en l'occurrence à la scène musicale aussi dans nos spectacles, une grande diversité culturelle, de montrer. En fait, pour moi, c'est une grande richesse. Ouais. Donc ça m'a toujours animée. Et c'est vrai qu'à la scène musicale, pour le coup, alors là, on passait du rock au rap au jazz avec des artistes de tous les pays du monde. Enfin, donc ça a toujours été important pour moi. La parité homme-femme, en tant que femme, évidemment, j'ai vécu plein de situations qui font que j'ai eu la chance de ne pas avoir de patron misogyne ou de situations complexes de ce côté-là, mais c'est quand même un milieu, les patrons de salle et de prod, qui est très masculin. Et les femmes, en général, elles sont en dessous. Tu le ressens. Donc ça, oui, pour moi, c'était important aussi de porter ces combats-là. Et puis sur le côté environnemental, c'est venu plus tard, je vais être honnête. Ça vient déjà, je pense, quand tu as des enfants. Là, j'en ai 2. Où tu te rends compte à travers eux de effectivement la disparition de certaines espèces animales, de pas mal de choses, où tu te rends compte, tu te dis, mais quel monde tu vas leur laisser? Tu commences à te questionner. Et puis, à la scène musicale, pendant le Covid, justement, on a mené quelques ateliers de transfo, de réflexion stratégique en interne. Quand on était confinés, la RSE revenait vachement souvent. Le sujet de l'éco-production aussi. Voilà, c'était il y a 3 ans maintenant. Et je me suis rendu compte qu'on était un peu encore à zéro en France au niveau de l'éco-production. On n'était pas très bon. Et en l'occurrence, la directrice RSE de TF1 à l'époque m'a proposé de faire une fresque du climat. Donc avec les équipes de la scène musicale, on l'a faite. Ça m'a vachement plu, ça a été un vrai déclic. Donc je me suis formée, moi, pour être fresqueuse et j'ai fresqué des gens. D'accord. Une fois que tu mets le doigt là-dedans et que tu te renseignes et que tu comprends qu'est-ce qu'un bilan carbone, comment tu peux réduire ton empreinte carbone, le réchauffement climatique, il vient d'où? Est-ce qu'on a vraiment un impact dessus? Parce que tu as quand même beaucoup de gens qui ont tendance à dire c'est les autres, ça se passe et puis en c'est Chine. trop tard. Voilà, non, en fait, tu peux agir à titre individuel, collectif, dans tous les milieux. Et c'est vrai que le milieu de la prod musicale, de la prod d'émissions télé et tout ça, en France en tout cas, elle en est au début de cette histoire-là. Et en fait, il y a un gain énorme, je pense, à faire pour décarboner. Pour aussi sensibiliser le public, donc via soit l'artistique, soit en l'occurrence chez TF1 via les programmes à l'antenne. Et ça m'a... Ouais, c'est un vrai déclic d'il y a 2-3 ans. Et j'ai dû mener des ateliers de carbone évité, ce qu'on appelle... Et à la scène musicale, on s'est rendu compte qu'on pouvait... carbone évité, c'est ni le carbone compensé en plantant des arbres, ni la réduction de ton empreinte carbone. C'est tu fais en sorte d'éviter complètement, d'arrêter une activité par exemple, ou d'arrêter de faire quelque chose qui émet du carbone. D'accord. Et à la scène musicale, en faisant cet atelier-là, on s'est rendu compte que une salle de spectacle, comment elle peut décarboner les choses, c'est en agissant sur le transport des spectateurs, qui est la première source finalement d'émissions de CO2 pour un spectacle. Celle des artistes aussi, mais tu as des artistes qui malheureusement sont obligés de venir en avion s'ils viennent des États-Unis. Voilà. Après, tu peux produire plus local et donc faire en sorte d'avoir des artistes qui viennent de plus proches. Tu peux agir sur ça, tu peux agir sur tes ventes d'eau ou de bière au bar, en fonction de la provenance de tes produits, tes choix de ton offre. Il y a pas mal de réflexions comme ça. Et puis à l'échelle de TF1, c'est colossal. Le champ des possibles est colossal et c'est passionnant du coup. Et j'avais envie d'aller vers quelque chose de nouveau, de me sentir plus utile et de mener un peu ces chantiers. On est aux prémices de ça en fait. En France, un peu partout, et c'est passionnant. Ouais, ok. T'aimes bien faire partie des choses quand elles commencent, on dirait. On dirait, t'es souvent dans le début. C'est vrai. Il y a l'IA, sinon, si tu veux, en ce moment. Non, mais franchement, on regarde aussi. C'est intéressant. Et moi, je me demandais, tu passes d'un milieu quand même où justement les liens avec le public sont identiques. Il y a du lien dans les deux, que ce soit la TF1 ou la scène musicale, mais on est un lien digital un peu plus avec TF1. Est-ce que ça, tu l'appréhendes? Est-ce que ça te dérange pas? Est-ce que t'as pas peur après 18 ans justement de scènes vivantes et de gens qui viennent voir des spectacles, etc. Est-ce que là, t'as pas
peur que ça te manque un petit peu, cette chose-là? C'est possible. Je te dirais ça dans quelques années. Après, je continuerai d'aller à la scène musicale régulièrement, d'aller moi à des concerts, des spectacles, etc. C'est une passion. Oui. Et puis après, en produisant des contenus télé, alors on a quand même des émissions, tu vois, de variété et tout ça. Et en fait, même si tes téléspectateurs ils sont derrière un écran, on a un contact quand même assez direct avec eux parce que tu suis les audiences. Il y a des études marketing hyper précises, donc tu vois ce qui marche pas. Les spectateurs de TF1 nous parlent aussi à travers les réseaux sociaux, à travers pas mal de choses. Donc tu les sens. Alors évidemment, je les vois pas en vrai, mais on va quand même sentir ces choses-là. Et en tout cas, pour revenir à la RSE, le public pardonne plus trop par rapport à ces sujets-là aussi. Et ça, pareil, on va le lire, on le voit, on constate. Les médias aussi, les autres médias nous en parlent. Donc c'est une relation qui est différente, mais voilà. Mais ça va être bien aussi. On te souhaite plein de bonnes choses là-dedans, en tout cas. Et une petite autre question sur la RSE. Là, c'est plus général. Mais on entend beaucoup de choses aujourd'hui. Enfin, on appelle ça du greenwashing, mais on entend vraiment énormément de choses de toutes les sociétés possibles. Comment toi, comment tu perçois ça? Parce qu'en fait, moi, j'ai essayé de me mettre un petit peu à ta place et je me suis dit, ça doit être difficile d'arriver dans... Alors, c'est super intéressant d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue extérieur, ça peut être très difficile parce que quand tu vas venir et que tu vas dire, voilà, je suis responsable RSE, etc., on peut imaginer deux choses. On peut soit se dire, voilà, c'est TF1, le grand groupe, d'accord, elle est responsable RSE, bon, ok, vous limitez peut-être les touillettes à la cafetière, mais est-ce que tu appréhendes ça ou est-ce que... Alors, je l'appréhende plus parce qu'en fait, TF1 fait énormément de choses dans le domaine, vraiment beaucoup. Tu as pu voir. Et en fait, si tu prouves ce discours-là par des actions, c'est imparable. Après, oui, il y a du greenwashing un peu partout. Il y a des entreprises, je ne les citerai pas, qui clairement, dont l'industrie même est polluante et du coup, c'est compliqué, si tu veux, d'avoir un discours vert quand de base, voilà. C'est pas le cas de TF1 parce qu'entreprise pure et dure, on est juste une tour de bureau. On a énormément réduit déjà depuis... La RSE chez TF1, elle existe depuis 16 ans. Ils ont fait leur premier bilan carbone il y a 15 ans. Donc, ils étaient hyper en avance sur le sujet. Et du coup, ils ont déjà énormément réduit leur bureau, leurs économies d'énergie. Enfin, c'est pas que la touillette de café. Ils ont déjà fait plein de choses à ce niveau-là. Et par contre, là où ils prennent un rôle qui double chaque année, c'est sur la diffusion de contenu à l'antenne en rapport avec la transition écologique. D'accord. Pour sensibiliser le public. Ça, ils ont un rôle très fort là-dedans et ils le prennent vraiment à bras-le-corps. Je vous invite à voir, là, il y a un contenu qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ils ont une capsule qui s'appelle Notre Planète, qui passe souvent dans les JT et qui est faite souvent en réalité augmentée. Oui. Et il y a une vidéo là où on t'explique le réchauffement climatique avec des images de synthèse derrière toi, avec la fonte des glaces, et en fait, là, ça allie innovation, pédagogie, sensibilisation. C'est des très beaux sujets pour lesquels TF1 gagne régulièrement des prix. Enfin, voilà. Et en fait, quand tu prouves tout ce qu'on fait déjà, j'ai aucun problème après à défendre mon discours. Après, ce qui n'est pas évident, c'est de moi-même, en tout cas, au nom de TF1, d'aller communiquer ouvertement dessus. C'est-à-dire qu'il y a un défaut de communication là-dessus. C'est plus ça. Mais si demain on se met à le dire en publicité, là c'est pas évident parce qu'on peut se dire, attends, mais pourquoi ils se mettent à le dire? Là, t'as un danger de greenwashing. Nous, on fait les choses. Si on nous questionne, on répond, on argumente, on a des trucs. Et franchement, pour le coup, une entreprise média, là où elle peut polluer entre guillemets et du coup dépolluer, c'est dans sa manière de produire les contenus. Donc là, on fait un énorme travail de formation des gens. On s'est engagé à former 100% de nos équipes d'ici la fin de l'année prochaine à la transition écologique. Il y a déjà la moitié des équipes TF1 qui ont fait des formations sur le sujet. Et pour petit à petit écoproduire nos programmes ou acheter des programmes écoproduits auprès des producteurs auxquels on les achète. On a même mis des clauses dans nos contrats en fait en rapport avec ça. Aujourd'hui, le CNC va rendre aussi obligatoire ces aides en rapport avec le bilan carbone, donc ça avance très vite. Et du coup, nous, on va accompagner les équipes pour les former, pour qu'elles apprennent à écoproduire. Et ça veut dire, faire attention au type de transport que tu utilises quand tu produis une série ou une émission. C'est le catering que tu vas avoir en régie, pas avoir de madeleine en emballage plastique individuel. Enfin, c'est des trucs aussi cons que ça, mais tout cumulé fait que tu vas réduire ton empreinte de 30% d'ici quelques années et j'espère freiner le réchauffement climatique, quoi. Très bien, très clair. Bah oui, justement, c'est parce que tu disais que ça fait 15-16 ans que TF1 fait déjà des actions, mais c'est vrai qu'on n'en entend pas forcément parler plus que ça. C'est pas évident de le créer sur les toits sans... C'est vrai d'être accusé de greenwashing assez facilement, comme certaines sociétés peuvent le faire, ou en tout cas prétendent le faire. Très bien, très cool. Et je voudrais finir par une petite question. Est-ce que tu pourrais nous donner un top 3 de tes expériences fans les plus réussies? Alors, toi, en l'occurrence, c'est assez bien parce que ça peut être soit vécu en tant que fan, soit justement, comme tu disais tout à l'heure, la petite expérience à Mamma Mia avec les fans et tout. Tu peux nous donner trois expériences que tu as vécues, que tu as adorées. Alors dans le désordre, je sais pas lesquels je rentre en premier. À titre perso, je dirais que les concerts de M. Et pourtant, je suis pas fan de lui forcément, dans le sens où j'écoute pas sa musique tous les jours. D'accord. Tu vois.
Par contre, en concert, il est incroyable. Et entre autres, ce qui le rend incroyable, c'est sa générosité à lui. C'est-à-dire qu'il fait quand même des concerts qui durent 2h30. Il a un groupe live de dingue. Tu vois, les décors, les lumières, etc. Il va dans le public régulièrement. Donc, tu as ce truc tout bête, mais même si ça dure 5 minutes, le fait qu'il soit à un moment donné à côté de toi et que tu le vois passer, machin, ça crée ce truc un peu spécial. Et c'est vrai que le fait qu'il en fasse souvent et qu'il change à chaque fois sa scéno, etc., ça rend le truc assez fou. Et je l'ai vu, je sais pas, 4 fois déjà. À chaque fois, c'est différent. À chaque fois, tu ressors de là. C'est incroyable. Ouais. Okay. Alors qu'encore une fois, j'écoute pas toujours sa musique. Okay. Autre exemple, rien à voir, là, c'est plus au niveau pro, c'est Dirty Dancing. On était coproducteurs quand j'étais chez Vente Privée, avec TF1 d'ailleurs à l'époque. C'est une belle marque assez connue, assez girly et tout. Chez Vente Privée, on ne pouvait pas faire de prix réduit sur le tarif d'une si belle marque. Alors, on a créé des soirées filles où si tu venais à plusieurs copines, là, tu pouvais avoir un petit tarif préférentiel et des plus produits. On t'offrait le programme, des M&M's roses, des culottes roses avec undies, des parfums, du vernis rose, etc. Total. Et du coup, c'était que des filles en salle et ça hurlait dans tous les sens. C'était une ambiance de dingue parce que là, tu te sentais dans un univers, la déco qu'on avait mis dans les allées, justement, était rose. Les hôtesses étaient habillées en rose. Enfin, tu vois, quand je te parlais tout à l'heure d'expérience client, c'était de A à Z. Et c'était vraiment trop marrant à vivre parce que même si on était ridicule, mais c'est drôle. C'est ça qui crée le truc. Voilà. Trop bien. Après, effectivement, en tant que fan, mais c'est là où le fait de travailler dans ce secteur est assez chouette, c'est que j'ai pu rencontrer plein d'artistes, les interviewer dans Emportés par la scène et faire des découvertes d'ailleurs de personnes dont je connaissais pas forcément bien la musique avant, mais que j'ai interviewé et que j'ai découvert en tant que personne. Très sympa, dont j'ai eu des échanges vraiment très fluides avec... vraiment hyper agréable avec Taïk, avec Camille Lelouch, avec Gaël Faye, avec Iseut, qui étaient des personnes déjà que je connaissais pas du tout à titre perso, mais même dans la musique, j'étais pas forcément une grande connaisseuse ou fan, et qui sont des personnes que j'ai pu revoir plusieurs fois dans les coulisses de la scène musicale, et qui ont été vraiment adorables, généreuses, qui ont fait des interviews de 3 quarts d'heure au lieu de 20 minutes, enfin tu vois, des moments comme ça qui sont assez dingue et que j'ai eu la chance de vivre effectivement. Ouais, ça devait être sympa. Ça devait être cool comme organisation pendant le Covid. Et très bien, merci beaucoup Mélissa pour toutes ces réponses. Merci à toi. Et peut-être à une prochaine dans un futur podcast. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup, bonne journée. Merci d'avoir écouté Storytellers. Chez Fast Story, nous sommes convaincus que l'expérience fan est la clé de la réussite des marques et c'est pourquoi nous mettons cet élément au centre de toutes nos actions. Nous sommes déterminés à aider nos clients à créer des expériences qui représentent leur communauté et qui établissent des liens émotionnels forts avec leurs fans. Nous espérons que notre podcast vous a inspiré à créer des liens plus forts avec votre communauté. Si vous êtes intéressé pour une démonstration de l'outil Fast Story, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet faststory.io pour y découvrir nos nombreuses réalisations. Et comme toujours, si vous voulez en savoir plus sur les bonnes pratiques de l'engagement ou tout simplement échanger à propos du podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux @faststory et surtout à vous abonner à ce podcast. Merci encore de nous avoir écoutés et à bientôt sur Storytellers.